Les plus beaux contes de mon enfance. Le chat botté. Le fils du meunier était désespéré à sa mort. Son père ne lui avait laissé qu'un chat. Mais voici que le chat lui dit « Donne-moi un sac et des bottes, et je ferai ton bonheur. » Le fils du meunier se hâta de lui obéir. Une fois botté, le chat alla au bois et attrapa un lapin qui courut donner au roi du pays. « Voilà, sire, un cadeau de mon maître, monsieur le marquis de Carabas, dit-il. Et chaque jour, il revint avec des perdrix, des lièvres, des faisans chassés sur les terres de marquis de Carabas. Un après-midi, le rusé chat botté ordonna à son jeune maître d'aller se baigner à la rivière. Quand le roi et sa fille vinrent passer, le chat hurla « À l'aide ! Le marquis de Carabas se noie. Au voleur, on lui a pris ses habits. » Les serviteurs du roi repêchèrent vite le marquis, puis allèrent chercher pour lui des vêtements de prince. Ainsi vêtu, le jeune homme avait belle allure. Il plut tant au roi et plus encore à sa fille que celui-ci lui proposa de les accompagner dans leur promenade. Le chat botté partit devant eux. À tous les paysans qu'il rencontra et chuchota. « Dites au roi que ces terres appartiennent au marquis de Carabas, sinon je vous hache menu comme chair à pâté. » Quand le roi demanda à qui appartenait tel pré ou tel champ, on lui répondit « C'est à monsieur le marquis de Carabas. » Le roi et sa fille étaient de plus en plus ravis. Le chat botté finit par entrer dans l'immense château d'un géant magicien. « Il paraît, lui dit-il, que vous pouvez vous changer en animal. »« Oui, rugit le géant, il devint un lion. » De peur, le chat botté tomba à la renverse. Mais il ajouta « Et maintenant, si vous deveniez une souris, le géant en devine une, que le chat croqua. » Très fier de lui, le chat botté alla sur le perron du château et annonça au roi qui approchait « Soyez le bienvenu chez le marquis de Carabas. » Le lendemain, le roi donnait la main de sa fille au si beau et si riche marquis. Grâce à qui? Grâce au chat, qui, pour s'amuser, chassa les nombreuses souris de ce château-là. Fin. Loulou et les 7 chèvenots. Un conte de Grimm. Une vieille chèvre était mère de 7 jolis chevreaux qu'elle aimait tendrement. Un jour, elle partit dans les bois pour faire provision de fourrage. Avant de sortir, elle les réunit autour d'elle. « Pendant mon absence, prenez garde au loup, dit-elle. C'est un rusé qui n'hésitera pas à se déguiser pour vous tromper. Mais avec sa voix rauque et ses pattes noires, si vous faites attention, vous le reconnaîtrez. » Et les petits promirent de se montrer vigilants et de n'ouvrir à personne. Peu de temps après le départ de leur mère, les 7 chevreaux entendirent frapper à la porte. « Ouvrez-moi, c'est moi votre mère. »« Je vous rapporte plein de cadeaux, dit une voix. Mais les chevreaux n'ouvrirent pas. « Ta voix est rauque, tu es le loup, criait-il d'une même voix. Chez l'épicier, le loup acheta un gros morceau de craie pour s'adoucir la voix. De nouveau, il frappa à la porte. « Ouvrez-moi, chers enfants, je suis votre mère. » Mais les chevreaux aperçurent sa patte sur le rebord de la fenêtre. « Ta patte est noire, tu es le loup, » s'écrièrent-ils en chœur. Le loup était rusé et affamé. Il courut voir le boulanger. « Je me suis cogné la patte, enduis-la-moi de pâte à pain. » Et au meunier, il ordonna. « Saupoudre-moi la pâte de farine bien blanche. Si tu refuses, je te mangerai. » Le coquin courut frapper à la porte des chevreaux pour la 3e fois. « Voix douce, pâte blanche. »« C'est notre mère qui revient, » pensèrent les chevreaux, et sans la moindre méfiance, ils tirèrent aussitôt le verrou. « Ô loup !» s'écrièrent-ils en découvrant leur méprise. Ils voulurent se cacher, mais le loup les trouva et les mangea. Tous les 7 ? Non. Le dernier, le plus jeune, se cacha dans la pendule, et le loup ne le vit point. Repu et fier de lui, le loup s'allongea ensuite dans la prairie et s'endormit. Quand la brave chèvre s'en revint et trouva la porte ouverte, elle devina aussitôt ce qui s'est passé. Pleine de tristesse, elle appela l'un après l'autre ses chers enfants, mais aucun ne lui répondit. Quand elle nomma le dernier, elle entendit « Maman chérie, je suis cachée dans l'horloge. »
Ayant tout appris de la triste fin de ces 6 chevreaux, la pauvre bête versa toutes les larmes de la terre. Plus tard, suivie de son seul enfant, elle se décida à sortir et vit le loup dans la prairie toujours endormi. En se penchant sur l'énorme ventre du loup, la chèvre vit tout à coup quelque chose qui remuait et s'agitait. « Mes chers petits, se dit-elle. » Elle courut chez elle, prit des ciseaux, une aiguille et au fil, découpa la peau du loup et délivra ces 6 chevreaux sains et saufs. Quel bonheur! Ils étaient tous en vie, et le loup dormait toujours. La chèvre jeta alors des pierres dans le ventre grand ouvert. Quand il fut plein à craquer, bonne couturière, la chèvre prit l'aiguille, le fil et recousit le tout. Lorsque le loup s'éveilla et se leva, il se trouva bien lourd. Et comme les pierres dans son estomac lui donnaient soif, il se traîna jusqu'au puits, se pencha pour boire, bascula et se noya. Ainsi va la vie. Rusé ou pas, quoi qu'il en soit, les méchants sont toujours punis. Fin. La petite sirène, un conte d'Andersen. Au fond de la mer, dans un palais de corail, vivait une petite sirène. Comme ses sœurs, elle avait de longs cheveux, un corps qui finissait par une queue de poisson. Comme elle chantait à merveille. Comme elle avait un jardin qu'elle entretenait avec soin. Mais dans le sien, il n'y avait pas de fleurs extraordinaires. Il y avait seulement la statue d'un jeune homme vivant sur terre qui était tombé d'un bateau. Chaque jour, elle le contemplait et rêvait de le rencontrer. Lorsque la petite sirène eut 15 ans, ainsi que ses sœurs en avaient eu, le droit avant elle, elle monta à la surface des flots pour découvrir le mystérieux monde d'en haut. Coiffée d'une couronne de nénuphars, légère comme une bulle, elle nagea jusqu'à voir le soleil qui se couchait. Elle respira l'air frais du monde d'en haut, près d'un superbe 3 mâts, illuminé par des lampions et d'où s'élevait de la musique. Sur le pont, elle découvrit des personnes richement vêtues, mais elle n'eut Dieu que pour une seule, un prince qui ressemblait à la statue de son jardin. La fête sur le vaisseau battit son plein, des feux d'artifice furent tirés, ils illuminèrent le ciel et retombèrent en pluie d'or sur la mer. Ensuite les lampions s'éteignirent et le silence se fit sur le bateau. Soudain le vent se leva, des éclairs zébrèrent le ciel, des vagues hautes comme des montagnes s'abattirent sur le navire. Il craqua, perdit son mât et y sombra. Longtemps parmi les vagues déchaînées, la petite sirène chercha son prince. Enfin, elle le vit, les yeux déjà fermés. Mais il vivait encore. Alors, le tenant contre elle, elle le ramena vers le rivage. Tandis que matin elle allongeait sur le sable, des jeunes filles sortirent d'un proche jardin. Vite, la sirène alla se cacher derrière des rochers et de là, elle les vit se précipiter vers celui qu'elle aimait. Voilà qui rouvrit les yeux, leur sourit, et elle en fut tout attristée. Assurément, le prince croyait que ces demoiselles l'avaient sauvé. Et sans pleurer, car les sirènes ne versent jamais de larmes, elle regagna son palais sous la mer. Mais chaque jour, elle remonta à la surface dans l'espoir de revoir son prince. Or, elle ne le revit pas. Sa seule consolation fut de serrer dans ses bras la statue qui lui ressemblait. Elle finit par dire sa peine à ses sœurs, qui la répétèrent à d'autres sirènes qui, elles, savaient où vivait le prince. La prenant, enfin, la petite sirène songea « Je ne veux pas rester sirène, mourir à l'âge de 300 ans, changée en écume de mer. Je veux être comme les gens de la terre, avoir 2 jambes et être aimée de mon beau prince. » Une nuit, tandis qu'au palais on donnait une fête, elle s'en alla trouver une sorcière qui vivait dans un gouffre où grouillaient 1000 pieuvres et 1000 serpents. Bravant sa peur, elle fit sa requête. « Si tu bois ce breuvage sur une plage, tu perdras ta queue de poisson, dit la sorcière. Mais à chaque pas, 1000 aiguilles te piqueront les pieds. »« J'accepte, dit la petite sirène. Si le prince se marie avec une autre, tu deviendras écume de mer. »« J'accepte, redit-elle. Et pour me payer, il te faut me donner ta voix. »« J'accepte, répéta-t-elle. Lorsque la petite sirène atteignit le rivage devant le château du prince, elle but le breuvage, et sa queue de poisson se métamorphosa en 2 fines jambes. Comme elle était nue, elle se couvrit de ses longs cheveux, puis fit quelques pas. Ce fut comme si elle marchait sur 1000 aiguilles. Mais à cet instant,
apparut le prince. Il lui sourit, lui demanda qui elle était, d'où elle venait. Elle ne put répondre puisqu'elle avait donné sa voix. Cependant, il la prit par la main et l'emmena dans son château. Il la trouvait si belle qu'il la vêtit d'habits de soie, qu'il dansa avec elle et qu'il devine son amie. Chaque jour, la petite sirène s'attachait à lui davantage. Mais hélas, il ne devine pas son mari. Ce fut une autre qui l'épousa parce qu'il crut reconnaître en elle celle qui l'avait sauvée. Pourtant, la petite sirène ne se transforma pas en écume de mer. Mais alors qu'elle se jetait à l'eau pour mourir, des myriades d'êtres transparents vinrent à son secours. C'étaient les filles de l'air, qui étaient d'une grande bonté. La petite sirène, comme elle, devint transparente, puis invisible. Elle alla baiser le front d'un prince et d'une princesse qui s'étaient mariés. Cela fait, elle sauta sur un nuage rouge qui l'emporta dans le ciel. Fin. Le pêcheur et sa femme, un conte de Grimm. Un pêcheur et sa femme vivaient dans une masure non loin de la mer. Un jour, le pêcheur attrapa un étrange poisson. C'était un turbo qui parlait. Il lui dit ceci: « Laisse-moi en vie, car je suis un prince ensorcelé. » Le pêcheur le remit à l'eau, mais lorsqu'il raconta à sa femme son aventure, celle-ci s'écria: « Comment? Tu l'as remis à l'eau sans lui demander d'exaucer un vœu, alors que nous vivons dans ce taudis? Retourne là-bas, appelle le turbo et dis-lui que je veux une chaumière. Il t'accordera sûrement cette faveur. » Pour ne pas fâcher sa femme, le pêcheur retourna à la mer, qui n'était plus transparente comme au matin, mais verte et jaune. Il appela le turbo, qui apparut aussitôt. « Ma femme refuse de vivre dans un taudis. Elle veut une chaumière, lui avoua-t-il, tout confus. « Va la retrouver, son vœu est déjà exaucé, annonça le prince poisson. En effet, le pêcheur retrouva sa femme dans une coquette chaumière où tout était bien rangé, bien nettoyé. L'un et l'autre s'en réjouirent. Mais au bout de quelque temps, la femme déclara: « Je vais vivre dans un château, retourne là-bas, appelle le turbo et qu'il nous fasse ce cadeau. » Le pêcheur tenta de l'en dissuader. En vain, hélas. Il retourna donc à la mer, qui n'était plus verte et jaune, mais d'un violet et d'un bleu profond. « Turbo, ma femme refuse de vivre dans une chaumière, avoua-t-il, très embarrassé. Elle veut un château. Va la retrouver, son vœu est déjà exaucé, annonça le prince poisson. En effet, le pêcheur découvrit bientôt que sa femme vivait à présent dans un grand château de pierre où s'agitaient des dizaines de serviteurs. Partout, ce n'était que tapisseries, chaises et tables en or massif, lustres de cristal, tables couvertes de mets exquis. Le pêcheur se réjouit de ces merveilles, dîna avec sa femme, puis ils allèrent à se coucher. Au matin, elle le réveilla en criant: « Cours dire au turbo que je veux être reine. » Le pêcheur tenta de l'en dissuader, en vain, une fois de plus. Il dut donc aller au bord de l'eau, qui était maintenant grise et agitée, de remous inquiétants. Il appela le turbo et, très attristé, lui répéta la requête de sa femme. « Va la retrouver, elle est déjà reine, » annonça le prince poisson. En effet, dans le château de pierre devenu palais de marbre, sa femme coiffée d'une couronne d'or et tenant à la main un sceptre scintillant de pierres précieuses était assise sur un trône. « Tu n'as plus rien à souhaiter, se réjouit le pêcheur. « Tu te trompes, répliqua-t-elle. « Ici, je m'ennuie. Va voir le turbo et dis-lui que je veux devenir impératrice. » Le pêcheur, la mort dans l'âme, s'en retourna à la mer et frissonna d'effroi. Un vent violent soulevait de grosses vagues. Il appela le turbo et lui répéta la requête de sa femme. « Va la retrouver, elle est déjà impératrice, » annonça le prince poisson. En effet, dans le palais, devenu encore plus vaste, plus somptueux, sa femme était assise sur un trône d'or de 2 étages, coiffée d'une gigantesque couronne sertie de diamants, et tenait d'une main son sceptre et de l'autre le globe impérial. Des princes, des barons, des comtes et des ducs faisaient 1000 courbettes devant elle. Longtemps, le pêcheur contempla sa femme, puis il s'exclama: « Ah, que c'est beau de te voir impératrice !» Elle sourit, et le soir, tous deux allèrent se coucher. Mais cette nuit-là, l'impératrice ne dormit pas. Elle ne cessa de se demander ce qu'elle pouvait encore souhaiter. Soudain, aux premières lueurs de l'aube, elle trouva. Elle réveilla son mari d'un si grand coup de coude qu'il tomba du lit. « Va voir le turbo, lui ordonna-t-elle, et dis-lui que je veux être l'égale du bon Dieu. »
et lui lança un regard si terrible qu'à peine habillé, il partit en courant, tremblant. Au bord de la mer, la tempête faisait rage. Le pêcheur sentit ses genoux se dérober sous lui. Il gémit. « Turbo, ma femme veut devenir l'égale du bon Dieu. »« Retourne vers elle, elle est de nouveau dans sa masure, » révéla le prince poisson. En effet, et c'est dans cette masure que le pêcheur et sa femme ont vécu jusqu'à aujourd'hui. Fin.